y a finalement un pont assez clair qui nous vient de la présentation précédente. On a parlé de SPG11, une maladie génétique rare, grave, avec un pronostic vital menacé, mais là, on l'a vu à long terme, 40 ans d'évolution. Donc la question qu'on se pose, qu'on commence à se poser de plus en plus dans le cadre des services spécialistes, c'est la question de notre responsabilité par rapport non seulement à l'accompagnement curatif en quelque sorte, ou si du moins curatif, l'accompagnement global tel qu'on a l'habitude de le faire pour nos malades, avec les traitements symptomatiques quand on les a, l'accompagnement médico-social, le parcours de vie comme on l'a vu ce matin, mais également la question finalement de l'anticipation ou du moins des discussions anticipées concernant la fin de vie pour ces malades dont on sait que l'espérance de vie est limitée, même si c'est à long terme. Donc ces maladies neurologiques, elles sont rares, elles sont graves, elles sont source de vulnérabilité, de dépendance, et comme on vient de le dire, elles engagent le pronostic vital. Et cette petite aparté un peu philosophique pour vous dire à quel point on vit un moment particulier de notre histoire médicale, voire de notre société, parce qu'on a un pied dans la médecine de demain, mais on a encore un pied dans la médecine d'hier. On a aujourd'hui des méthodes diagnostiques de plus en plus techniques, performantes, comme on l'a vu ce matin avec les plateformes de génome qui sont en train d'arriver. Mais par ailleurs, on a d'énormes difficultés d'interprétation du fait de la nouveauté de ces techniques. On a de plus en plus moyen de faire des diagnostics précoces, voire ultra précoces, chez un embryon. Mais quand on a fait un diagnostic ultra précoce, ça ne veut pas dire qu'on peut donner un pronostic. On a aujourd'hui, après des décennies d'évolution de la médecine, la possibilité technique de maintenir longtemps les patients en vie. Toutefois, eh bien, pour un grand nombre de ces maladies, comme on vient de le voir, on n'a encore pas beaucoup de traitements. Et par ailleurs, il y a aussi toute une évolution de la société en parallèle. Et on est aujourd'hui dans une société où on va appuyer ce droit à l'information du patient, où l'autonomie est une règle de la norme. Et en matière d'autonomie, une des lois récentes qui nous interpelle, c'est la loi sur les directives anticipées, qui est une loi dont vous avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, elle vient renforcer le droit des patients, des personnes à influencer, enfin, le droit des personnes à participer aux décisions médicales concernant leur fin de vie. Et en contrepoint, eh bien, l'information que nous, on a à livrer, médecins, elle est, comme on vient de le voir, elle est très complexe, elle est pleine d'incertitudes. Et donc, c'est notre expérience qui nous amène ici, à Hélène et moi, cette expérience de spécialiste. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est confronté à des situations qui sont difficiles, où on requiert à la fois notre expertise de neurologue, de neuropédiatre spécialiste, mais aussi qui requièrent des compétences éthiques, humaines, dont on a l'impression que parfois, non pas elles nous font défaut, mais elles nous ont manqué dans notre formation médicale. Et ces questions, elles nous emmènent donc au-delà des frontières de notre spécialité, et plus largement, elles nous questionnent sur notre responsabilité vis-à-vis du patient et sur le sens du soin. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Hélène, ce sont des regards croisés de nos expériences entre la neuropédiatrie et la neurologie adulte. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce nouveau cadre légal qui est la loi Claes-Leonetti, je vais juste en dire un mot, et puis ensuite Hélène nous parlera de son expérience de neuropédiatre. Donc comme on vient de le dire, la loi Claes-Leonetti, elle date donc du 2 février 2016, et elle vient renforcer la loi Leonetti de 2005, dont l'objectif est de renforcer les droits des patients qui souhaitent participer aux décisions médicales les concernant en situation de fin de vie, enfin, un des objectifs. Et là, il s'agit des directives anticipées qui peuvent être rédigées et utilisées au cas où la personne, le patient, n'aurait plus les moyens de communiquer par lui-même ses souhaits quant aux décisions médicales pour sa fin de vie. Il peut aussi transmettre
ses souhaits à une personne de confiance. Et ce qui est particulier dans cette loi de 2016 et qui a changé par rapport à 2005, c'est que ces directives, elles vont alors, sauf cas particulier, s'imposer aux médecins. La loi, elle réitère également l'interdiction de l'obstination déraisonnable, au terme duquel on doit engager une procédure collégiale afin de limiter des traitements qui sont considérés devenus inutiles, disproportionnés, n'ayant comme seule finalité que le maintien artificiel de la vie. Et enfin, elle vient accorder un nouveau droit, qui est le droit à la sédation profonde et continue dans certains cas. Et donc, en phase avancée d'une affection grave et incurable, comme un grand nombre de nos maladies neurologiques rares, si le pronostic est estimé à court terme, le médecin doit s'enquérir de la volonté du patient auprès de lui-même, ou bien en consultant ses directives anticipées, ou bien à la personne de confiance. Donc la personne de confiance, chez l'adulte, c'est très souvent l'aidant principal, on a parlé de l'aidant ce matin, et bien chez l'enfant, on va plus être dans une problématique de discussion avec les parents, mais la parole de l'enfant, pourtant, elle a certainement une place importante aussi. Voilà, donc Hélène va nous parler de questionnements dans sa pratique de la neuropédiatrie sur des maladies neurologiques graves de l'enfant qui menacent son pronostic vital. Et moi, je viendrai après vous parler de maladies de l'adulte. Alors moi, vous allez voir, je vais vous poser surtout beaucoup de questions. Enfin, j'ai beaucoup de questionnements autour de l'éthique des maladies neurologiques et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai des questions. Dans un service de neuropédiatrie, en tout cas au Kremlin-Bicêtre, on a plusieurs types de patients avec plusieurs types de pathologies, avec des pathologies qui peuvent être dépistées dès la période anténatale, des pathologies encéphalopathiques dès les premiers jours, des pathologies neurodégénératives avec une évolution plus ou moins rapide, ou bien des pathologies avec des séquelles. En tout cas, tout un tas de pathologies différentes auxquelles il va falloir répondre, et puis aussi des patients qui sont dans des essais thérapeutiques. Et la neuropédiatrie, elle a de grands bouleversements dans les stratégies thérapeutiques. On a de plus en plus de traitements, mais malgré tout, malgré ces avances thérapeutiques, il y a quand même un certain nombre de nos patients qui vont mourir dans un délai plus ou moins rapide, dans des conditions plus ou moins acceptables. Et il va falloir proposer un soutien à ces parents. Et en tout cas, il nous semble important de leur proposer un soutien par une équipe de soins palliatifs, pas seulement un docteur, mais aussi des psychologues et des rééducateurs. Et donc, finalement, ces soins palliatifs, quand, quoi, comment, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que la mort d'un enfant, ce n'est pas acceptable, c'est impensable, c'est anormal. Normalement, c'est les parents qui décèdent avant les enfants. Et que pour les parents et puis pour les soignants, tant qu'il y a de la vie, il y a encore un peu d'espoir. Et c'est vraisemblablement pour ça qu'on a du mal à introduire les soins palliatifs, d'autant plus que soins palliatifs, c'est pas très joli comme terme. Et moi, je dirais qu'il y a un autre terme qui est vraiment difficile aussi à aborder en pédiatrie, c'est l'obstination déraisonnable. Qu'est-ce qui est déraisonnable face à un enfant qui est en fin de vie, qui est en train de se dégrader ? Voilà. Et puis l'enfant comme acteur de ses soins. Alors c'est bien joli, mais en neuropédiatrie, on a aussi beaucoup d'enfants qui sont handicapés, qui sont diminués, qui ont un retard mental, qui sont pas vraiment acteurs de leurs soins, et c'est la responsabilité et celle des parents. À qui on propose des soins palliatifs ? Alors, il y a des sociétés savantes qui avaient préconisé en pédiatrie d'offrir ces soins optimaux, dits soins globaux, aux enfants ayant des conditions de vie menacées. Et en termes de conditions de vie menacées, c'était défini comme des conditions dont il est licite de penser qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable de guérison et qui vont conduire au décès. Ces conditions vont être responsables d'une détérioration progressive, rendant l'enfant de plus en plus dépendant de ses parents et de ses soignants. Alors là, pour le coup, la neuropédiatrie, elle entre complètement dans ce cadre de maladies progressives avec des traitements qui sont uniquement palliatifs, ou de maladies qui sont sévèrement invalidantes et qui vont avoir des complications mortelles. En tout cas, on est bien dans le cadre de soins palliatifs quand on est en neuropédiatrie. Mais de quoi on parle en termes de soins palliatifs ? Alors, on dit qu'il faut identifier les questions éthiques pour l'enfant et sa famille. En gros, face à nos patients, il faut leur proposer un projet de vie pour l'enfant, pour sa famille, entre les centres de référence que sont les CHU avec les centres de référence maladies rares,
les hôpitaux de proximité, des CHG, et le lieu de vie de l'enfant qui peut être soit le domicile, soit une hospitalisation à domicile, soit un IME. Et dans ce projet de vie, il y a à la fois la prise en charge directe de l'enfant, antalgique, antidépresseur, nutritionnelle, toute la prise en charge qui est au quotidien, d'essayer d'anticiper la mise en place de gestes techniques, penser à peut-être un jour il aura besoin d'une gastrostomie, il ne faut pas la faire trop tard au moment où les anesthésistes ne veulent plus l'endormir, le Nissen, la pose de cathé centrale, essayer d'envisager la prise en charge de futures complications, les complications orthopédiques qui peuvent intervenir sur la respiration également, et puis finalement en pédiatrie, qu'est-ce que l'obstination déraisonnable et qu'est-ce que sont les directives anticipées chez l'enfant? Parce que finalement, l'enfant, il fait ce que les parents lui disent, il a finalement assez peu son mot à dire. En tout cas, alors peut-être je ne suis pas très bonne pédiatre, mais en tout cas moi, parfois, effectivement, on écoute ce qu'est l'enfant, mais dans cette prise en charge-là, c'est surtout les parents qu'on entend, et puis c'est des maladies aussi où ils sont très sévèrement atteints, et ils n'ont pas vraiment la parole. Et souvent, nous, on utilise, en tout cas au KB, beaucoup la fiche SAMU, qui est une fiche au cas où il y a une intervention au domicile, qui permet un peu de faire parler autour de ces soins qui paraissent raisonnables, pas raisonnables, ou en tout cas ce qui nous paraît utile à faire. Et donc, à quel moment faut en parler? Et c'est là, je pense, que j'ai le plus de questions à vous poser, parce que je n'ai clairement pas les réponses. En tout cas, c'est sûr qu'il faut faire introduire les soins palliatifs comme une vraie médecine à part entière, en tout cas pas une médecine du dernier recours, ni des dernières heures quand on ne peut plus rien faire. Parce que pour que l'équipe de soins palliatifs elle puisse être investie par les parents, il faut qu'elle fasse vraiment partie de la prise en charge globale de l'enfant pour ne pas être un soutien que des dernières heures. Alors, est-ce que c'est au moment du diagnostic de la maladie qu'il faut en parler? Oui, mais si le diagnostic de la maladie est un diagnostic anténatal, est-ce qu'en anténatal, on peut faire intervenir l'équipe de soins palliatifs? En tout cas, moi, je me suis posé la question pour une situation où, effectivement, on sentait qu'en postnatal, ça allait être difficile. Mais quelle est la personne de l'équipe de soins palliatifs qu'on fait intervenir à ce moment-là? Est-ce que c'est le psychologue? Est-ce que c'est le médecin? En tout cas, c'est une vraie question. Au moment du diagnostic, la famille elle est submergée d'informations sur la maladie, sur le pronostic. Il y a ce deuil de l'enfant idéalisé. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut envisager le soin palliatif? Et puis il y a des familles aussi, quand il n'y a pas de vrai diagnostic étiologique, on sait que c'est une maladie fixée, mais on n'a pas de vrai diagnostic. Est-ce que c'est pas compliqué de faire intervenir l'équipe de soins palliatifs en même temps que la démarche diagnostique? C'est aussi un questionnement. Est-ce que c'est au moment de la résistance au traitement? Du coup, clairement, on fait peut-être une assimilation entre les soins palliatifs et on ne peut plus faire, donc on passe au traitement symptomatique, alors que finalement, dans les traitements symptomatiques, il y a beaucoup de stratégies, en antalgique, en traitement des mouvements anormaux, en traitement antidépresseur, en prise en charge nutritionnelle, prise en charge orthopédique, toutes ces prises en charge qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients et qui permettent de prolonger en fait le pronostic de cette maladie. Est-ce que c'est au moment de la dégradation? Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais nous, en tout cas, ça nous est arrivé. En tout cas, moi, une fois, et je me suis dit, plus jamais. Au moment de la dégradation du patient, si le patient, on n'a jamais parlé éventuellement de soins palliatifs, que il fallait peut-être limiter les soins et qu'il y a un médecin qui, en plein milieu de la nuit, débarque et dit, je ne le réanime pas parce qu'il a un état neurologique trop sévère. Si ça n'a pas été anticipé, si ça n'a pas été discuté avant, c'est une vraie catastrophe pour ces familles et même pour toute l'équipe. Et parce que si on n'a pas investi le fait qu'il faut faire le deuil, il faut être accompagné, ils n'investissent pas l'équipe de soins palliatifs et les parents n'ont pas ce temps de réflexion de qu'est-ce que je souhaiterais, quels est ces soins dignes que je voudrais pour mes enfants si on n'y a pas réfléchi avant. Au moment de la dégradation, ils ont déjà la tête sous l'eau, donc c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir avant. Et puis la grande question, c'est s'ils sont inclus dans un essai thérapeutique, est-ce que c'est différent? Quand on propose un essai thérapeutique dans des maladies neuropédiatriques, neurodégénératives,
on propose un essai thérapeutique qui va essayer de traiter, d'améliorer la maladie, éventuellement d'améliorer le pronostic de la maladie, sans qu'on soit certain en fait que ce pronostic il va être différent. Donc, est-ce que c'est pas ambigu de le proposer à ce moment-là? Je vous présente un travail qu'avait présenté notre chef de clinique, Claire Meller-Jacob, qui avait travaillé autour d'un essai thérapeutique qui avait été mené dans le service sur la leucodystrophie métachromatique, donc une maladie lysosomiale qui a un pronostic, qui est une maladie neurodégénérative, avec des... tiens, on n'avait pas... Un petit schéma disparu. Bon. Un joli schéma. Vous poserez plein de questions à Caroline Sevin après si vous avez des questions. C'est une maladie neurodégénérative sévère dont la forme infantile précoce a un pronostic terrible en neuropédiatrie. Le but de cet essai thérapeutique était de mettre des chambres implantables à ces enfants en intratécal et de leur injecter de l'enzyme recombinante tous les 15 jours à différents dosages. Elle avait regardé quel était le parcours de soins de ces patients. Sur les 24 patients qui avaient été inclus dans cet essai thérapeutique, 8 avaient été inclus à Paris, au Kremlin-Bicêtre, 5 étaient des filles, 3 étaient des garçons. Finalement, chez ces patients, il y en a, tous vont évoluer vers un polyhandicap. 8 vont avoir une tétraparésie spastique et une neuropathie périphérique, 3 vont perdre le contact visuel, 6 vont perdre la station acquise et vont avoir une tenue de tête instable, 3 une épilepsie, 4 une gastrostomie et des troubles de la déglutition. Et en gros, l'essai thérapeutique avait finalement un peu modifié l'histoire naturelle de la maladie dans les forts dosages d'enzymes recombinantes, mais n'avait pas permis d'empêcher le développement d'un polyhandicap. Quand on regardait la charge en soins de ces patients, ils venaient à l'hôpital tous les 15 jours pour une injection intratécale. Et donc, 2 avaient été hospitalisés en réanimation pour adapter des traitements antalgiques. Antispastiques. Ils avaient eu des injections intratécales de Lioresal. 3 avaient été hospitalisés pour une pneumopathie. 5 avaient eu une chirurgie programmée. 2 étaient sortis de l'étude parce que les parents les avaient sortis pour absence d'effet. Avaient-ils bénéficié, ces patients, de soins de support ? Pas vraiment, mais ils venaient tous les 15 jours à l'hôpital et tous les 15 jours, ils étaient hospitalisés pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, on les observait, on changeait leur traitement antispastique, leur traitement antidouleur, on regardait s'ils avaient grossi, ils avaient une prise en charge nutritionnelle à la fois sur la texture de l'alimentation, mais aussi sur les apports caloriques. Donc finalement, ils avaient un équivalent de soins de support et d'un suivi pluriprofessionnel. Leur a-t-on parlé de soins palliatifs à ces patients ? Pour 4 d'entre eux, oui, on leur en a parlé. On leur en a parlé soit au moment de l'hospitalisation en réanimation pour intensifier leur traitement antalgique, on leur en a parlé au moment d'une chirurgie programmée pour prévoir le post-chirurgie au cas où il y ait des difficultés à extuber, et il y en a pour lesquels ça a été évoqué au moment de la sortie de l'étude. Pour 3 d'entre eux, et c'est les 3 patients qui ont été opérés, il y a eu une anticipation des soins en cas de dégradation aiguë. Et pour 2 d'entre eux, le sujet avait été abordé par les parents. Quel a été le rôle de l'équipe de l'essai thérapeutique ? Ça a été de réadresser ensuite les patients dans les centres de référence et CHG et de formaliser qu'une démarche palliative était possible. Et donc, si on est inclus dans un essai thérapeutique, il y a la dichotomie entre l'essai qui est en fait présenté comme un espoir de traitement et l'incertitude de modifier le pronostic de la maladie. Et c'est là où on a le plus de questions. À qui doit en parler ? Est-ce que c'est à l'équipe qui a référé le patient au centre investigateur ou est-ce que c'est à l'investigateur de l'étude de parler des soins palliatifs ? À quel moment faut en parler ? Est-ce que c'est à l'inclusion dans l'essai thérapeutique ou est-ce que c'est au moment des visites régulières tous les 15 jours, peut-être au moment des soins de support qu'il faut en parler, ou est-ce que c'est à la sortie de l'étude quand on dit que l'essai n'a pas marché ? Est-ce qu'on se comporte différemment ou pas avec ces patients quand ils sont inclus dans un essai thérapeutique en termes de soins palliatifs ? Alors je parle pour nos réanimateurs au Kremlin-Bicêtre, clairement oui. Quand ils sont dans un essai thérapeutique, ils sont pro-gestes invasifs, alors qu'ils le sont un peu moins quand ils ne sont pas inclus dans un essai. Et donc finalement, est-ce qu'il faut faire différemment pour les patients qui sont inclus dans un essai thérapeutique ou pas ? Et donc je pense que dans le service, on en parle de plus en plus tôt, vraisemblablement proche du diagnostic,
Ça reste, en tout cas, aux médecins référents d'en parler. Et pour les essais thérapeutiques, c'est vraiment un grand questionnement et qu'il y a une importance d'une réflexion éthique et de discussion anticipée, à la fois pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, parce que c'est un vrai soutien. On a une équipe de soins palliatifs très impliquée en pédiatrie, qui est à la fois adulte et enfant, mais en fait très impliquée et vraisemblablement qui va s'impliquer aussi dans le diagnostic anténatal. Alors, donc, moi, je vais continuer la réflexion en vous présentant quelques questions. Hein. Vous avez vu, on est beaucoup dans des questions sur les maladies de l'adulte. Je reprends la question du camp. Finalement, évidemment, c'est exactement la même chez nous. On peut avoir deux types de parcours. Par exemple, le parcours du haut, une pathologie qui va débuter, par exemple, dans l'adolescence. Ou bien le parcours du bas, une pathologie qui va débuter un petit peu plus tard à l'âge adulte et qui, si c'est une maladie dominante, dans certains cas, on aura la possibilité éventuellement de faire un diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire avant l'apparition des symptômes. Et donc c'est ça que représente la flèche ici en pointillé. Donc dans les deux cas, on a accès au malade, on suit le malade avant l'apparition de troubles de la communication. La plupart du temps, c'est au bout d'années de suivi, 5, 10, 15 ans, que vont apparaître dans ces pathologies un trouble de la communication qui, à un moment, va empêcher les patients d'exprimer leurs souhaits, leurs désirs de la façon la plus autonome possible, soit en lien avec des troubles simplement moteurs d'élocution et ou association à des troubles cognitifs, voire psychiatriques. Je donne quelques exemples de maladies, évidemment, soit des maladies récessives, ataxie de Friedreich, des ataxies dominantes, la maladie de Huntington, mais en fait, finalement, on est ici très très transversal, donc bien évidemment, on pourrait aussi parler de l'atrophie multisystématisée, de la paralysie supranucléaire progressive, de la SLA, des démences rares. Quel patient ? Parce que là, finalement, on se dit, oui, ce serait sûrement intéressant, sûrement qu'il faudrait le faire. Est-ce que c'est avec tous les patients ? Est-ce que tous les patients ont envie qu'on leur parle de ça ? Probablement pas. Il y a certainement certains qui le souhaiteraient et d'autres qui ne le souhaiteraient pas. On a parlé de la question de quoi ? Quel contenu ? Eh bien, évidemment, ça dépend du camp. C'est-à-dire que si on s'adresse à un patient en tout début d'évolution, le pronostic est beaucoup plus, entre guillemets, incertain que si on est quelques années avant des phases très 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 avancées, voire dans des phases très avancées. Donc le quoi dépend du camp. Avec quel soignant ? C'est la question, je reprends la question d'Hélène. Pour moi, je pense qu'au cœur de cette question, c'est à quel soignant, dans le sens avec qui le patient pourrait parler de ces questions-là. Et au cœur de cette question, c'est quelle relation de soins faut-il engager avec la personne pour avoir ces discussions ? Parce que, bien, pour parler des valeurs, de ses valeurs et finalement, à un moment de ses choix pour la fin de vie, il faut parler de la vie. Et pour parler de la vie, et à un moment, nous, en tant que spécialistes, on doit un petit peu décloisonner les conversations et puis avoir accès peut-être à d'autres informations, le sous-texte, comme on dit, qui n'est pas directement lié aux informations dont on a besoin pour faire une consultation de spécialistes. Et bien évidemment, le tiers. Ça paraît, quand on entend Hélène, très important. L'équipe de soins palliatifs, qui dans l'équipe de soins palliatifs ? En tout cas, nous, à la Salpêtrière, c'est une collaboration qui nous a énormément apporté pour la prise en charge des patients, et ce, de façon parfois assez anticipée. Une autre question intéressante, c'est qui en parle le premier ? On dirait qu'en fait, il y a un éternel rendez-vous manqué. Il y a très peu d'études, mais il y en avait une qui était intéressante, qui était en fait le travail d'une étudiante en médecine générale, travail de thèse que j'ai retrouvé, qui interrogeait des patients et leurs médecins généralistes. Et pour vous résumer la situation, les patients attendent que le médecin en parle et le médecin attend que le patient en parle. Alors finalement, quand même, au cœur de la question, c'est plutôt le quand qui revient quand on entend Hélène et quand on voit, nous, les questionnements qui viennent sur des maladies très, très, très lentement évolutives et très chroniques. Et j'ai reçu un élément de réponse il n'y a pas très longtemps, dans une conférence où je parlais des mêmes sujets. C'est un monsieur qui s'appelle Daniel Siboni, psychanalyste, qui m'a dit « Il faut arrêter de chercher le bon moment.
le bon moment n'existe pas vraiment. Il faut s'efforcer de trouver le moment bon. C'est-à-dire entre un soignant, son malade, il y aura un moment bon. Mais le bon moment, dans l'absolu, n'existe pas. Donc je pense qu'il faut se défocaliser de cet axe de réflexion pour plutôt se rattacher à d'autres questionnements qui sont la question de quel soignant, quel malade et quelle relation de soins qui permettra à un moment de trouver le moment bon. Et finalement, pourquoi faire ? Est-ce que ça a un intérêt ? Ça peut paraître pas tout à fait évident, l'intérêt qu'il y a à parler de façon anticipée aux malades des questions de fin de vie. Et en fait, c'est l'expérience des pays anglo-saxons qui commencent à mettre en place une nouvelle discipline qui s'appelle l'Advanced Care Planning, qui nous donne des éléments de réponse, puisque dans certaines maladies, comme l'oncologie ou la gériatrie, il a été montré dans quelques pays anglo-saxons qu'il y avait une amélioration de la qualité de vie, de la trajectoire des patients avec moins d'hospitalisation et du vécu de l'entourage. Il y a encore pas grand-chose sur les maladies neurologiques, ni fréquentes, ni rares, mais dans la littérature médicale, on commence à voir apparaître quelques références, et de façon encore plus récente pour les maladies rares de type, par exemple, maladie de Huntington. Voilà, alors pour terminer, on pourrait dire qu'il s'agit d'un champ nouveau, et que c'est un champ que nous-mêmes, spécialistes, on se doit peut-être de prendre en main au même titre que les questions génétiques pures ou de prise en charge généraliste ou d'accompagnement médico-social, puisque la question de la fin de la vie, eh bien, à mon sens, ça fait partie intégrante du parcours de vie ou du parcours de santé du patient. Donc pour vous relater, nous, notre expérience à la Salpêtrière, c'est l'expérience d'une collaboration avec l'équipe mobile de soins palliatifs, donc Dr Lévy-Soussan, qu'on a fait nous aussi intervenir, je dirais de plus en plus souvent, de plus en plus en amont, dans certaines situations. Et l'impression, c'est que au final, pour les soignants, c'est plus facile, ou on va dire moins difficile, et que peut-être pour les patients, il y a des améliorations ressenties. Les perspectives, bien sûr, il y en a plusieurs. Il faut peut-être développer la recherche en sciences humaines et sociales sur ces thématiques. Et puis, bien évidemment, au cœur de la problématique, c'est la formation des soignants, puisqu'on a dit que la question du qui, elle était importante. Et donc, un nouveau champ, peut-être nouvelles méthodes d'enseignement. À nous de trouver ces méthodes pour améliorer la prise en charge des personnes. Merci de votre attention. Non, ce n'est pas une réponse, c'est vraiment une question, enfin plusieurs questions. Cindy Auger, je travaille à l'accompagnement des familles de l'association ELA, donc on est côté accompagnement médico-social. Donc ces questions, évidemment, sont en permanence en tête des familles qu'on accompagne. Du coup, c'est des retours plus qu'on a eu des familles que nous, on accompagne donc, de manière générale. Sur la question des soins palliatifs, à part la question du quand, etc., se pose la question du combien de temps. Souvent, elles croient que quand cette intervention leur est proposée, c'est que leurs proches, enfants ou mari, parents, enfin voilà, que ça soit enfant ou adulte, va partir, mais genre le lendemain. Souvent, elles ont le sentiment que cette proposition d'accompagnement arrive vraiment tout de suite à la fin. Or, non, ça peut être une prise en charge plus longue. Donc ça, c'est souvent une crainte qu'elles ont parce qu'elles connaissent peut-être pas bien ces dispositifs-là. Un autre sujet qui ressort souvent, c'est la question des soins d'urgence et des interventions de SAMU ou autres. On a beaucoup de familles qui témoignent de leur peur d'être seules au domicile avec leurs enfants ou leurs adultes en fin de vie, avec des risques vitaux avérés. Et quand on essaye, nous, à notre niveau, bien sûr, on n'est pas médecin et c'est leurs médecins qui sont les mieux placés pour les rassurer, mais on leur dit, il y a des services d'urgence, vous pouvez mobiliser la nuit, etc. Elles nous disent, mais non, au vu de la pathologie, soit ils interviennent, mais pas forcément aussi vite que prévu. Enfin voilà, donc il y a grosse question sur les services d'urgence, qui aussi peut-être manque d'informations. Et là, c'est une vraie question juridique. Pour des adultes qui ont plus la possibilité de s'exprimer, si y a un choix qui doit être fait
et que le parent de cet adulte et l'équipe médicale n'est peut-être pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Nous, on a beaucoup de familles qui ne mettent pas en place les tutelles au motif qu'elles se sont toujours débrouillées avec l'administratif de leurs enfants devenus adultes. Et nous, on se demande, moi, je n'ai pas trouvé la réponse, est-ce que sur un plan juridique, aux yeux de la loi, si la tutelle n'a pas été faite, le parent garde quelque part son choix final, ou est-ce que le médecin... Alors, c'est dans le pire des cas, évidemment, hein, souvent, il y a des ententes, etc. Mais si vraiment le corps médical est opposé au choix du parent qui n'a pas mis en place sa tutelle, qu'est-ce qui se passe ? La tutelle ne couvre pas ces thèmes-là. Si vous demandez à un tuteur de prendre position là-dessus, s'il fait son métier de tuteur correctement, il répond qu'il n'a pas mission du juge pour faire ça, et il se retourne vers le juge, et aujourd'hui le juge va répondre aussi que ce n'est pas de son domaine et que ce n'est pas du domaine aujourd'hui de la justice. Il ne faut pas oublier que les décisions qui sont à prendre là restent, et je pense que c'est bien aussi pour le poids de la responsabilité de la décision de l'équipe médicale. D'accord ? Alors, ce que l'on voit, c'est les cas extrêmes qui passent dans la presse aujourd'hui, c'est quand cette opposition va entraîner des conflits, qui sont souvent d'ailleurs plus l'expression d'un conflit intrafamilial, on va aller devant le juge pour un conflit, mais le juge ne va pas aller spontanément au-devant pour faire cela. Donc, normalement, ce qui va se passer, ça va rester une concertation. S'il y a une personne de confiance qui apparaît, qui semble évidente, elle va bien sûr avoir une voix qui va être extrêmement importante, mais sur un plan juridique, ça reste une décision qui relève de l'équipe médicale. Et toutes les décisions d'éthique comme cela, la personne de confiance, les directives anticipées, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Une équipe médicale a bien sûr vocation à les suivre. C'est tellement plus confortable et c'est son sens d'être dans la volonté et la liberté du patient. Mais quand on va demander la volonté, je pense que c'est très important pour un proche, que ce soit un parent, un conjoint, un enfant en fonction de l'âge, on ne lui fait pas porter la responsabilité, en tout cas pas tout seul, c'est-à-dire qu'il va donner un avis qui bien sûr sera primordial, mais la décision reste la décision de l'équipe médicale. Avec une procédure collégiale, puisque c'est bien explicité aussi dans le texte de loi qu'on doit engager une procédure collégiale avec un certain nombre d'intervenants pour arriver à une décision qui, elle, sera portée par un médecin. Oui, donc Jean-François Piotrowski, donc de l'association Connaître les syndromes cérébraux. Alors j'allais commencer par vous remercier d'aborder un sujet effectivement délicat, mais je vais peut-être rebondir sur ce que vous disiez, puisque nous avons, et j'ai vécu moi cette expérience effectivement d'accompagnement, effectivement les familles et le patient à aucun moment ne décident de ce qui va se passer d'un point de vue médical, puisqu'effectivement c'est très accompagné dans le sens où effectivement c'est pas la famille qui arrive et qui dit voilà, je voudrais aller en soins palliatifs et puis je voudrais choisir le moment où je vais partir. C'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'il y a tout un processus qui fait que bien évidemment à un moment donné les médecins se prononcent sur quand est-il bon d'arrêter ou quand est-il bon de s'acharner. Alors je vais revenir. Excusez-moi, je vous coupe juste un mot. On peut pas accepter le mot de s'acharner. La loi aujourd'hui n'autorise pas. Je retire. Non, mais c'est pas par rapport à vous. Je veux dire ça. Oui. Publiquement, je profite de l'occasion que vous me donnez. On se laisse tous emporter en disant ça. Et c'est quelque chose que je fais toujours dans mon service. Mes collaborateurs peuvent en témoigner. Je pense que c'est très important. La question n'est pas celle de l'acharnement. La loi nous interdit aujourd'hui de faire de l'acharnement thérapeutique. Donc la question n'est pas là. C'est pas une réponse que je fais. Je vous interromps pas. Je profite de ça pour le. Je veux juste aussi interrompre, faire une parenthèse à ce moment-là, puisque finalement. On suit quand même les souhaits de la personne. Oui, et pour deux pathologies identiques, il m'est arrivé d'avoir deux expériences, deux parcours totalement différents. Pour une personne, va nous dire de façon très claire, écoutez, moi, voilà, on s'en tient là, voilà. Pour le reste, c'est trop invasif pour moi. Pour la même pathologie, au même stade d'évolution, un autre patient va me dire, là, voilà, moi j'ai envie de me battre, ok, je sais que c'est lourd, je sais que la trachéotomie c'est très lourd, pour autant, j'ai envie, je veux continuer. Et donc, c'est pas un très grand nombre de patients, mais j'ai quand même vraiment des exemples de trajectoires qui vont être totalement différentes. Et nous, bien sûr, on doit effectivement... on a un avis médical, mais aujourd'hui, les directives anticipées, elles ont un poids fort. Et d'ailleurs, il y a des situations qui peuvent être compliquées pour nous, c'est quand finalement on a l'impression que c'est le patient qui va un peu trop loin par rapport au point de vue médical. Mais donc là, c'est important de dire que
la parole du patient, avec notamment ce cadre légal, elle a de plus en plus d'importance et à nous de l'entendre. Oui, et comment La suite. l'entendre. Voilà, c'est peut-être aussi ça aussi la complexité, c'est à quel moment l'entendre. Alors donc c'est un sujet effectivement dont on parle peu, dont on commence à parler et dont il faudrait effectivement, je pense, parler, j'allais dire d'une manière la plus naturelle possible, même si c'est délicat bien évidemment de l'aborder, puisque quand on est patient, quand on est malade, ce qu'on attend du médecin, c'est qu'il soigne. Et qu'en l'occurrence, le médecin n'a pas la possibilité de soigner parce que le traitement n'est pas là. Et donc, à partir de là, si j'ose dire, il y a effectivement un accompagnement donc à mettre en place par rapport à cette évidence qui fait que quand on est confronté à une maladie rare, on en connaît l'issue. On ne sait pas quand ces choses-là vont se passer, mais on sait qu'à un moment donné, de toute façon, on y sera confronté. Et donc, du coup, l'idée de l'aborder dans un parcours de soins est une idée très intéressante. Alors, vous parliez quand ? Moi, je dirais, je suis assez d'accord avec la citation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un beau moment, mais il y a des moments où il y a des possibilités d'en parler, et tous les moments ne sont pas bons à prendre. Si vous souhaitiez avoir une petite réponse sur à quel moment, ou en tout cas quelle est la période qui serait la plus propice. Il y a déjà la période de l'annonce, qui est déjà effectivement un choc à absorber, qui n'est peut-être pas forcément le moment propice. Parce que, bien évidemment, il faut d'abord que vous arriviez à comprendre ce qui vous arrive, ce à quoi vous êtes confronté, et qu'éventuellement, quelles sont les perspectives de guérison possibles. Et donc ça demande un cheminement, et ça demande un petit temps qui fait qu'effectivement, eh bien, il faut du temps pour comprendre que face à une maladie rare, de toute façon, il n'y a aujourd'hui malheureusement pas forcément de traitement, et qu'à partir de là, à un moment donné, on a les connaissances de la façon dont les choses vont pouvoir évoluer dans la maladie et trouver les moments opportuns, si j'ose dire, de l'évolution. Vous parliez de la communication, elle est importante parce que je crois qu'il faut resituer effectivement le patient, ou en tout cas la personne malade, en situation elle-même de pouvoir aussi dire un petit peu ce qu'elle souhaite au moment où elle peut encore le faire. Et donc à partir de là, je pense que vous demandiez qui doit en parler, je pense que c'est les soignants. En tout cas, si les familles l'abordent, ça c'est facile parce que pour vous c'est certainement un point d'appui et donc du coup vous pouvez enchaîner. Mais je pense que dans le parcours de soins, à un moment donné, il revient aux soignants de dire aussi, voilà, à un moment donné, on risque d'être confronté à telle ou telle difficulté, puisque de toute façon ces choses-là sont parlées, puisqu'on évoque quelle évolution possible en termes de, si j'ose dire, entre guillemets, de dégradation par rapport à la maladie. Et donc, du coup, de saisir peut-être ces opportunités au fil du moment, au fil du temps, pardon, pour essayer d'aborder progressivement, tranquillement, parce que l'idée, c'est pas effectivement de tout développer tout de suite, mais de laisser aussi du temps de préparation à ça, de telle façon à ce que les choses se vivent le mieux possible. En tout cas, c'est une évidence, c'est pas en urgence, et c'est pas dans les derniers temps, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, puisqu'effectivement, quand on se retrouve dans un parcours de soins, on n'est pas toujours avec ses médecins référents. On a souvent besoin de faire appel à des médecins qui ne sont pas dans le circuit, qui quelquefois, malheureusement, n'y connaissent pas effectivement grand-chose dans les maladies neurodégénératives, et qui en même temps ont leur propre avis sur la question. Et donc, du coup, l'idée de pouvoir aussi affronter cet aspect-là avec une pression quand même assez importante en fonction des différents endroits dans lesquels vous êtes pris en charge, pour qu'effectivement, d'aller dans un sens ou dans un autre par rapport aux préconisations médicales. Donc moi, je dirais, ça serait si les familles l'abordent ou si le patient l'aborde, c'est facile, a priori pour vous comme ça, d'en prendre appui. Sinon, effectivement, de trouver à un moment de l'évolution du parcours de vie, le moment de commencer à aborder effectivement l'évolution de la maladie, ses conséquences et la façon et la meilleure manière, si j'ose dire, entre guillemets, de pouvoir s'y préparer. Et puis je dirais aussi, penser, parce qu'on est dans une réglementation, on pense à plein de trucs, mais il y a aussi le confort de vie du patient. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir, d'un point de vue médical, pouvoir aborder aussi avec elle ou avec lui et sa famille les conséquences de, si jamais je fais ci, qu'est-ce qui peut se passer? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui peut se passer? De telle façon, est-ce qu'effectivement les malades puissent finalement décider en pleine connaissance de cause de l'évolution effectivement de ce qu'ils souhaitent faire. Une petite question. Merci à toutes les deux pour avoir posé toutes ces questions et les avoir aussi bien illustrées, parce que c'est vrai qu'elles nous préoccupent tous, aussi bien soignants que patients.
Petite remarque côté pédiatrique, bien sûr, puisque je suis pédiatre, mais j'ai bien compris l'illustration de l'anténatal à l'âge adulte, mais est-ce que c'est pas un peu maladroit de mettre l'anténatal en continuité avec le postnatal? C'est-à-dire, parce que la problématique est quand même un petit peu différente, en tout cas pour nombre d'entre nous, je pense. Et puis l'autre question, c'est, je pense qu'en pédiatrie, en fait, il y a souvent l'absence de dichotomie qui est faite entre la maladie neurodégénérative et le patient très handicapé mais fixé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants polyhandicapés qui ne s'aggravent pas du tout. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils sont comme ça, qu'ils n'ont pas d'autonomie. Et quand on en parle aux parents, les parents disent « bah non, il n'a pas été malade depuis la dernière consultation ». Parce qu'en fait, c'est son état et c'est sa normalité. Et que du coup, en fait, quand il arrive en réanimation au cours d'une première décompensation, qui n'est pas une aggravation de la maladie, qui est une infection intercurrente qui l'emmène en réanimation, les réanimateurs le voient comme une maladie progressive. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour nous à gérer en pédiatrie, c'est de bien faire la différence entre quelque chose qui est l'évolution inexorable d'une maladie et quelque chose qui est une infection intercurrente sur un handicap sévère. Et je pense que la gestion n'est pas du tout la même. Tout à fait. Effectivement, la normalité de l'enfant polyhandicapé, c'est quelque chose, nous, on a du mal à le faire intégrer à nos réanimateurs. C'est-à-dire que quand on est handicapé, on est handicapé et c'est, limite, il y a un niveau de QI avant de rentrer en réa, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai été confrontée à ça. Je reprenais un suivi d'une patiente qui a fait une décompensation respiratoire, qui a très bien récupéré de sa décompensation respiratoire, mais qui a eu, en fait, cette hospitalisation en réa. Et ce mot qui a été dit, ça ne sert à rien de la réanimer au vu de son état neurologique, alors que la maman, elle exprimait bien que cet état neurologique, c'était la normalité de sa fille depuis la naissance, et que pour elle, elle l'avait accepté et intégré dans son schéma familial, que c'était la normalité de sa fille, et que cette décompensation respiratoire au moment de la grippe, il y en avait d'autres dans le service de réanimation, et on se posait moins de questions. C'est vrai que ça, c'est un peu violent. Pour répondre juste à la question de l'anténatal, c'est évidemment pas tout l'anténatal, mais pour une patiente qui avait une hydrocéphalie sur une toxoplasmose hyper sévère et à qui tous les réanimateurs les réa-néonates avaient dit mais de toute façon elle va mourir à la naissance. Moi je savais qu'elle n'allait pas mourir à la naissance. Je savais qu'en post-natal elle allait dilater ses ventricules et continuer à dilater et qu'il fallait discuter avec les neurochirurgiens. C'est pour ce type de pathologie-là où tout de suite après la naissance, on allait se confronter à... Ça n'allait pas bien se passer tout de suite après. Et c'était là où on s'était posé la question avec le psychologue des soins palliatifs. Plutôt que de voir la psychologue du diagnostic anténatal, est-ce qu'il ne faut pas voir le psychologue de l'équipe de soins palliatifs pour faire une continuité anté- et post-natale? Juliette. Oui, Juliette Diozard, je suis présidente de l'AFAF, Association Friedreich. Donc nous, quand on fait la rencontre annuelle des adhérents, on propose des thèmes. Et il y a 4-5 ans, j'ai été interpellée par une Suissesse malade qui m'a dit de toute façon, tu n'es pas capable de monter un groupe sur le suicide assisté, parce qu'en Suisse, ils sont dans un autre domaine. J'ai dit, ok, mais on va peut-être pas faire le suicide, mais on va parler de la fin de vie. Ça n'a pas été facile parce qu'on a aussi des parents de jeunes enfants qui ont 7 ans, 10 ans, qui viennent d'être diagnostiqués, qui marchent encore, qui sont loin de la fin de vie. Mais on l'a fait. Et avec des psychologues, bien évidemment. On a dû fermer la porte de l'atelier parce qu'il y avait énormément de monde, y compris des malades de 20 ans, 25 ans. Ça veut dire que même s'ils ne l'expriment pas, ça les tracasse. 2 ans après, avec Marcella Gargiolo et Emmanuel Hirsch, on a fait un atelier sur les directives anticipées. Même chose, on a été obligé de fermer la porte parce que trop de participants. Donc, ça veut dire que même si c'est pas, il faut lancer des perches, et que même si c'est pas exprimé, il faut y aller. Et qu'on a demandé dans le groupe, là, avec Emmanuel Hirsch, il y en a un seul qui avait fait ces directives anticipées. Soit les gens manquaient de connaissances,
soit parler de ça, ça voulait dire parler de la mort, donc il ne voulait pas l'aborder. Donc, je pense, et puis la personne qui a fait ça, elle a dit, moi, je me sens apaisée depuis que j'ai fait ça, même si ça sera modulable dans le temps. Et donc, il faut absolument qu'on sensibilise sur ce sujet, parce que trop souvent, on est interpellé par des familles qui disent, il y a eu un problème cardiaque, il y a eu un problème respiratoire, il est en réa, et on n'a pas abordé ces questions-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, même dans des pathologies qui sont très variables d'une personne à l'autre, à le proposer parce que ça correspond, je pense, à un besoin, bien qu'il veut. Moi, c'est pas une question, c'est juste aussi une expérience. Nous, en masse, on propose, lors de l'élaboration du projet de vie de la personne qui rentre, justement, d'évoquer les directives anticipées. Alors, c'est tout un travail d'élaboration par rapport aux familles et aux patients s'il est encore en mesure de communiquer. Mais ça porte ses fruits parce que du coup, ça permet de prendre de la distance, d'en reparler. Un projet de vie, c'est pas que là qu'on rentre et le projet est écrit, pas du tout, ça prend beaucoup de temps. Et là, par exemple, à la masse de Dury, où on a beaucoup de personnes atteintes de la maladie de Huntington, et bien petit à petit, lors de nos permanences, on se rend compte qu'on peut mieux aborder le problème et que des personnes qui ne voulaient pas en entendre parler et qui ne voulaient absolument pas remplir les directives anticipées, finalement, elles y viennent et c'est vrai qu'après, elles sont soulagées d'avoir pu enfin aborder le problème qui était inabordable au départ, quoi. Donc le projet de vie, quand on rentre en institution, ça peut être l'occasion effectivement d'élaborer quelque chose. Oui, alors dernier commentaire peut-être, parce qu'il faut passer à autre chose. Je suis très à l'écoute de tout ce qui a été dit, je suis très d'accord avec le discours de Juliette. Je pense qu'il faut bien séparer les soins palliatifs de la fin de vie. Soins palliatifs, c'est pas fin de vie, hein, c'est pas que fin de vie. La question de la temporalité, elle est posée systématiquement, mais je pense que sur des questions aussi difficiles et aussi complexes, plus il y a de réflexion, et mieux c'est. Donc c'est aux médecins, bien évidemment, d'aborder cette question, même si la situation est toujours délicate, particulièrement en pédiatrie, c'est vrai, mais c'est exactement la même chose malgré tout en médecine adulte. Et je pense que du coup, plus on a besoin de temps pour arriver à une maturité de la décision, plus il est logique de le faire le plus tôt possible dans le cadre de l'évolution de cette maladie. Peut-être même avant l'apparition des symptômes dans certaines situations. Et enfin, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Juliette. Des directives anticipées, c'est modulable dans le temps. Donc c'est pas fixé, c'est pas gravé dans le marbre. Et régulièrement, moi je vois avec des malades adultes, on revient sur des directives anticipées parce qu'elles ne sont plus adaptées et que la personne a changé d'avis. Et à quel que soit le stade de la maladie, y compris en masse, avec des situations de malades avancées, et quand leur décision est très clairement énoncée, même si ça va à l'encontre de ce que pense la société savante, le corps médical en général, je pense qu'il faut être à l'écoute de ces demandes très précises, très spécifiques et individuelles. Voilà. Moi, il y avait une remarque que je voulais faire, c'est... vous avez peut-être beaucoup de chance d'avoir, et dans le milieu pédiatrique, où je pense que les équipes de soins palliatifs qui s'intéressent à la pédiatrie ont bien sûr les cancers pédiatriques, mais tout le polyhandicap de l'enfant qui en est une part importante. À la Salpêtrière, vous avez la place de la neurologie qui fait qu'effectivement c'est une problématique. Je pense que dans beaucoup d'hôpitaux, très clairement, et moi je peux parler pour celui que je connais le moins mal, le problème de neurodégénératif au sens large, c'est pas le fonds de commerce et la culture de nos collègues de soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je crois qu'il faut être très très attentif à ne pas confier le soin palliatif aux palliatologues. Le soin palliatif, ça reste, à mon avis, un cœur de métier de tous les soignants dont on ne peut pas se défaire un peu. C'est la même chose que la douleur. Aujourd'hui, un soignant ne peut pas dire la douleur, c'est pas mon problème. Si j'ai un patient qui a mal, je vais l'envoyer voir un bobologue, un médecin de la douleur. Oui. Je ne pense pas que les soins palliatifs, on a énormément de choses à apprendre. Les soins palliatifs nous ont avant tout appris énormément de choses, notamment sur le plan technique, sur la manière d'accompagner les patients. Et il ne faut absolument pas qu'on se décharge sur eux de cela, parce que déjà dans beaucoup de centres, contrairement à vous, on a des gens qui vont être très très mal à l'aise, qui peuvent venir beaucoup plus en soutien
qui ont du personnel, qui ont des psychologues, qui ont du temps. Mais je pense que c'est extrêmement important, sauf dans les équipes qui effectivement peuvent bénéficier de gens qui vont se dédier aux soins palliatifs, que tous les professionnels restent vraiment... Non mais je comprends ce que tu dis. Pour autant, chez nous, c'est quand même une collaboration qui est récente et l'équipe de mobile de soins palliatifs n'était pas plus que ça jusqu'ici super impliquée dans les maladies neurodégénératives. Leur fonds de commerce, c'est quand même l'oncologie, donc c'est quand même quelque chose de relativement nouveau, même à la Pied-Salpêtrière. Et on apprend beaucoup à leur contact. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond, mais ce raisonnement-là et ce positionnement que tu as, il n'est absolument pas partagé par, je pense, la majorité des spécialistes. Ici, on vient témoigner en tant que spécialiste parce qu'on a ce questionnement. Je pense qu'il y a un grand nombre de spécialistes qui n'en sont pas au même niveau de questionnement. Et c'est pour ça que je termine sur la question de la formation, parce qu'il y a vraiment, de façon quasiment urgente, je pense, des formations nouvelles à développer pour les spécialistes actuellement en place, de nos âges ou plus vieux, et en parallèle, des choses à modifier, à décloisonner dans l'enseignement des jeunes. Avec une critique, moi je suis responsable d'un diplôme d'enseignement douleur soins palliatifs, alors j'y suis rentré par la douleur, mais j'ai fait beaucoup de soins palliatifs, et également il y a un DESC qui a été créé il y a quelques années, dont je suis le responsable sur Angers, mais dont je trouve que c'est une catastrophe comme idée de formation, parce que on va faire des soins palliatifs une spécialité quasiment à part entière. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'un médecin de 25 ans qui n'a jamais vu un patient, qui n'a jamais été mis en situation de responsabilité, qui globalement n'a jamais rien vécu de la vraie vie de médecin au-delà du cocon du début de l'internat, se retrouver du jour au lendemain en situation de médecin responsable d'une équipe de soins palliatifs, je trouve ça, moi, complètement déconnant, pour dire les choses brutalement. Et je pense que la formation qu'il y avait avant, qui étaient plutôt des médecins qui, ayant déjà quelques années d'expérience et un intérêt, allaient se former secondairement, était beaucoup plus pertinent.